Vous êtes au bon endroit, dans la bonne heure. Bienvenue dans cette principale édition dont voici les titres. Les travailleurs de Sino-Hydro s'insurgent contre la direction. Ils réclament de meilleures conditions de travail et de contrats en bonne et due forme. Le respect du droit du travail brandi par les manifestants à suivre. Le président Bassirou Diomaye Faye a hérité d'un État en ruine. Des propos du Premier ministre Ousmane Sonko lors de la journée de l'arbre. Ousmane Sonko promet ailleurs aux Sénégalais, selon Ousmane Sonko, donc, les Sénégalais seront édifiés sur la question très prochainement. Et puis en sport, Cheikh Tidiane Diouf et Louis-François Mendy pris aux Jeux Olympiques 2024. Les deux Sénégalais décrochent leur qualification pour les demi-finales à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Les travailleurs de l'entreprise chinoise Sino-Hydro sont très remontés contre la direction de ladite société. Ils dénoncent non seulement les conditions de travail, mais surtout l'absence de contrat en conformité avec le droit du travail. Nous écoutons à ce propos Djibril Dieng et Mohamed Moustapha Fall du collectif des travailleurs de l'entreprise Sino-Hydro au micro de Ndella Ndiaye. Depuis 30 décembre 2023, nous avions eu un collègue qui est décédé sur le chantier dans des conditions très catastrophiques, dans des conditions qui pouvaient être évitées si toutefois toutes les dispositions et dispositifs nécessaires liés à la sécurité étaient mis en place. Depuis lors, l'entreprise chinoise Sino-Hydro ne cesse de nous manquer de respect et de continuer à faire des renvois excessifs et successifs sans préavis ni motif valable. Mais également, je voulais savoir qu'ils nous forcent et nous font des chantages pour le travail des heures supplémentaires, sans compter et sans oublier les cas d'accidents de chantier que nous avons chaque jour ou presque tout le temps. Je vous donne l'exemple d'un collègue qui est actuellement dans une clinique où il a subi une opération hier à 14 h. Il est entré au bloc à 14 h. Imaginez, les Chinois étaient venus au niveau de la clinique à 21 h. Ils sont venus à 21 h pour pouvoir payer les factures et les ordonnances. Ce que nous déplorons, un manque de respect total. Nous sommes ici des travailleurs depuis presque 3, voire même 4 ans. Et nous n'avons jamais eu de contrat valable, des contrats visés, des contrats vérifiés et validés par les autorités compétentes. Nous en faisons un appel aux autorités compétentes pour venir faire le travail. Je vous laisse aussi savoir que ce 30 de ce mois, ils nous ont mis sur la table des contrats de durée déterminée à fin de chantier. Pour un chantier qui est supposé se terminer dans moins de 6 mois, une fois qu'on aura signé ces contrats, ça revient à que nous perdions tous nos droits, c'est-à-dire toutes nos indemnisations, tous nos intérêts. Ce que nous déplorons catégoriquement. Donc à partir de maintenant, le collectif, de par mon nom, autant pour moi, nous avons décidé de faire une grève de 72 heures qui sera renouvelée tant qu'on n'aura pas gain de cause. Le président de la République s'est rendu à Touba pour présider la cérémonie officielle de lancement de la 41e édition de la journée nationale de l'arbre, un événement qui marque également le démarrage de la campagne nationale de reboisement. L'arbre parrain, le manguier, a été symboliquement planté par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, compte rendu Mansour Diassé. Le chef de l'État a présidé ce dimanche à Touba la cérémonie de lancement de la 41e édition de la journée de l'arbre. À cet effet, Bassirou Diomaye Faye a planté symboliquement le premier arbre avant d'aborder l'importance du reboisement pour le développement du pays. C'est juste une journée de lancement que les citoyens doivent perpétuer chaque jour dans l'année, tant dans le reboisement que dans l'entretien des arbres qui ont été plantés. Et me réjouir de ce que la journée connaît un engouement certain partout au Sénégal. Féliciter le ministre
de l'environnement et de la transition. Le maire salue l'initiative et sensibilise sur l'importance de l'entretien des plantes. Je salue l'initiative et je rappelle qu'on a plus de 2500 Badianogo qui ont été formés pour planter et le suivi des arbres. Donc le projet est venu à point nommé. Donc j'encourage à ces Badianogo-là non seulement de planter des arbres, mais de les entretenir pour que ces arbres-là puissent grandir. Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des Mourides, magnifie l'initiative et le choix porté sur la ville sainte pour lancer la journée. Le Khalife est très content de cette initiative de venir procéder au lancement de cette importante journée de reboisement, cette journée de l'arbre ici à Touba. La ville de Touba est une ville symbolique et vous savez ici on accorde une importance capitale à l'arbre. Donc nous sommes très fiers et très contents d'accueillir le lancement de cette journée-là. J'exhorte tous les talibés mourides à planter des arbres. Dans la même veine, le reboisement, la préservation de l'environnement dans le milieu scolaire sont des préoccupations du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mbaba Guirassy. L'ambition du ministre est de revoir le processus de restauration du couvert végétal. Il a fait savoir lors du Festival national du sport scolaire ouvert sur la journée de l'arbre à Thiès ce dimanche. Éducatif dans son programme va accompagner la préservation de l'environnement dans le milieu scolaire. C'est l'ambition dévoilée par le ministre de l'Éducation, Moustapha Guirassy, lors de l'ouverture du Festival national du sport scolaire à Thiès. Ci sunu programme au niveau sunu ministère. Il y a des circulaires qu'on a partagées pour le déroulement des vacances citoyennes. On a également partagé notre nouveau concept, un élève, un arbre et une école, un jardin. Nous souhaitons que ceci soit une culture dans les activités de l'école. De façon régulière, normale, te xalé xam ko. Selon lui, il est essentiel d'enseigner aux élèves l'importance et la valeur de la plante dans leur vie. Il faut rappeler qu'il est important d'impliquer les enfants dans nos activités. C'est le problème de l'Afrique. Il faut enseigner les élèves l'importance de la plante sur le plan religieux et culturel. Le ministre Moustapha Guirassy a également souligné l'urgence de sensibiliser les enfants sur les défis environnementaux afin d'éveiller leur engagement à la protection. L'importance de cette journée est que les enfants puissent comprendre l'importance de la plante dans leur vie, surtout vis-à-vis des enjeux humanitaires. Ces enfants sont les seuls qui puissent protéger leur environnement. Amour, la jeunesse de Saly a organisé une journée de set-setal suivie d'un reboisement. Cette activité entre dans le cadre de la journée nationale, bien sûr, de l'arbre. Les jeunes ont donc profité pour parler de l'insalubrité, mais aussi de l'insécurité qui règne dans la zone. Ils interpellent la population au respect de l'environnement. Nous écoutons à ce propos Mamadou Diallo, coordonnateur communal de Pastef Saly, au micro de Astou Sow et Ousmane Biteye. L'arbre est une source de vie. Je crois que tout ce que l'être humain utilise comme alimentation, pratiquement le plus important, ça vient de l'arbre. Donc non seulement, mais aussi, l'arbre aussi conserve la nature, quoi. Mais aussi à Saly, il fait sombre aussi. Parce que ce n'est pas seulement les artères, mais à l'intérieur des quartiers, il fait sombre, mais aussi, c'est pas propre. Donc, raison pour laquelle, vraiment, je lance un appel aux autorités pour qu'ensemble, donc, on se donne la main pour essayer de rendre notre commune propre, quoi. Il y a un grand impact, parce que ça cause les causes d'agression, et qu'il y a certains endroits, quand il fait 20 heures,
personne n'ose aventurer là-bas au niveau de Saly. Hein. La Saly, ce n'est pas seulement les routes et les grandes artères. Il ne faut pas oublier que Saly a 15 quartiers, mais aussi Saly a une population de 35 000 habitants. La journée nationale de l'arbre, nous y restons à cette occasion, lancée donc dans la commune de Patte-d'Oie. À cette occasion, le Premier ministre a lancé donc cette journée dans la commune de Patte-d'Oie ce samedi. Ainsi, après 4 mois d'exercice du pouvoir, le tandem Diomaye Sonko a décidé de rompre le silence sur la situation socio-économique héritée du régime de Macky Sall. Le Premier ministre estime qu'ils ont trouvé un État en ruine et que dans les jours à venir, ils diront ou ils éclaireront la lanterne des Sénégalais. Voici les propos du Premier ministre Ousmane Sonko recueillis par Massoud Diassé. Nous avons planté l'arbre là où il fallait, nous avons remis du sable et nous avons mis les premiers gouttes d'eau aujourd'hui. Et tous les jours, ce geste va être perpétué. Et nous savons que si ça se fait comme ça, il n'y a rien qui puisse empêcher que d'ici quelques mois, les gens puissent commencer à récolter les fruits. Construire un État ou reconstruire un État obéit exactement à la même logique. Aujourd'hui, nous avons trouvé un État en ruine. Et les Sénégalais en sauront quelque chose dans les jours à venir. Je l'ai dit l'autre jour. Nous dirons aux Sénégalais ce qui se passe. Notre silence ne doit pas être interprété en autre chose qu'un travail méthodique et sérieux de dressage de l'état des lieux. Et quand on aura fini, pour ne pas dire qu'on a quasiment fini, nous dirons aux Sénégalais de manière transparente, voilà ce qu'on vous a caché, voilà la situation du pays. Et toutes les conséquences qui vont avec vont être tirées. Mais il est important que cet exercice soit fait. Et au même moment où on faisait cet exercice, nous avons fait un travail, démarré un travail très profond de rattrapage sur un certain nombre de choses qui, s'ils n'avaient pas été corrigées, auraient pu nous conduire tout droit vers la catastrophe. Et tout ça sera expliqué aux Sénégalais le mois venu, c'est-à-dire très bientôt. Le Sénégal a accueilli la 2e édition de l'Université féministe d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le thème retenu cette année est capitaliser nos connaissances et pratiques féministes et croiser nos dynamiques d'action collective intersectionnelle. Maïmouna Astouyad est revenue sur les défis auxquels font face les femmes. Elle est au micro de Astou Sow. Nous engageons ou nous adressons des questions, en tout cas qui soulèvent, en tout cas une très grande, je dirais, pas problématique, pas également aussi des points de divergence avec les décideurs, mais nous savons exactement que nous voulons faire avancer plusieurs plaidoyers dans le sens donc en tout cas en matière de droits des femmes. Tous ces plaidoyers-là donc peuvent se retrouver autour de défis relatifs à la santé sexuelle et reproductive des femmes. Nous avons également des défis que nous adressons dans le cadre, par exemple, des changements climatiques, de l'écoféminisme, de l'autonomisation économique, de la question même de la liberté des femmes, de la question de la capacité des femmes à être en tout cas maîtresses de leur destin. Mais également, il y a des thématiques extrêmement progressistes que nous adressons, telles que la thématique sur l'avortement sécurisé, qui pour nous pose déjà une question donc, de droits humains, une question tout simplement logique, mais aussi une question de respect tout simplement fondamental donc de la législation. Et je parlerai bien sûr du protocole de Maputo, qui fait partie des plus grands défis auxquels nous faisons face au Sénégal particulièrement et en Afrique francophone. Le reportage du jour met sous le feu des projecteurs la flambée du prix du café Touba. Les vendeurs de café Touba sont dans l'embarras. Le prix du kilogramme de café est passé du simple au double. Une nouvelle donne qui a porté un sacré coup au business autour de ce produit tant prisé. Voici donc où Khadi Fall est allé à la rencontre de ces vendeurs de café Touba. Reportage. Les vendeurs de café Touba font face à de nombreuses difficultés. Le prix du café, autrefois fixé à 2 000 francs, a récemment grimpé à 5 000 francs CFA. Les détaillants déplorent cette situation.
Le sac de café coûtait 22 000 francs CFA, mais en ce moment, c'est à 42 000. Le prix du café a grimpé et c'est vraiment difficile pour nous les vendeurs. Le kilo, c'était à 2 000, mais maintenant c'est à 5 000 et c'est vraiment difficile et cela ne nous arrange pas. Selon ce grossiste, la hausse se situe là où il achète la marchandise, raison pour laquelle il interpelle les autorités. Nous interpellons les autorités afin de régler cette situation, car à chaque fois, les clients nous pointent du doigt. Pour éviter de perdre leurs clients, ces vendeurs se voient contraints d'acheter le café à ce nouveau tarif. Certains ajustent même le prix du café en vendant une tasse à 100 francs pour compenser cette hausse. À cet instant, nous vendons la tasse à 50 francs CFA, mais on diminue la quantité pour s'en sortir. Dans tous les cas, cette augmentation survient au moment où les nouvelles autorités annoncent la baisse des prix des denrées de grande consommation. Reste à savoir si le café s'en suit à quelques jours du Grand Magal de Touba. Sur l'international, jugé et condamné à 20 ans de prison ferme, le capitaine Moussa Dadis Camara, l'ex-président de la République de Guinée, suite au procès, cette délibération marque un tournant décisif dans l'établissement de la vérité sur les faits qui se sont déroulés le 28 septembre 2009 selon Djibi Mbaye Fall, expert en coopération internationale. Ce verdict est un signal fort contre l'impunité en Afrique, surtout à l'endroit des chefs d'État africains. Le voici au téléphone de Ndella Ndiaye. Oui, la condamnation du capitaine Moussa Dadis Camara à 20 ans de prison ferme est un signal fort de la justice en Afrique, surtout à l'endroit des chefs d'État qui sont en exercice. Cette délibération marque un tournant dans l'établissement de la vérité sur les événements qui sont passés le 28 septembre 2009. Moussa Dadis Camara a été déclaré coupable sur la base de la responsabilité du supérieur hiérarchique, de même que Aboubakar Diakité alias Toumba, qui était à l'époque son ancien chef de l'unité de protection. Cette délibération aussi est un des épisodes les plus sombres de l'histoire contemporaine de la Guinée. Le fait que le procès se soit tenu en Guinée est aussi très salutaire, sinon on aurait pu aller porter l'affaire devant la Cour pénale internationale et ça serait très dommageable pour l'image de l'Afrique. Autre actualité, il s'agit du responsable du bureau politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, qui a été tué à Téhéran. Le leader palestinien venait d'assister à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien Masoud Pezeshkian lorsqu'il a été touché de nuit par une frappe imputée à Israël. Une nouvelle donne qui peut avoir des conséquences fâcheuses si l'on en croit Chérif Mballo, secrétaire général de la campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Quds et de la Palestine, car selon lui, il faut s'attendre à d'éventuelles représailles de l'Iran. Nous l'écoutons au téléphone de Ndella Ndiaye. Cet assassinat d'Haniyeh va alimenter les craintes d'embrasement dans la région et va compromettre également les négociations pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Donc, et pour la sécurité iranienne également, comme vous le savez, cet acte, c'est un déshonneur quand même subi par l'Iran, donc que l'Iran doit quand même se venger de cet acte. Donc, il y a l'honneur, il y a le prestige, il y a la sécurité, la souveraineté de l'Iran qui est totalement violée par cet acte que vient de perpétrer l'Israël. Donc, en conséquence, il faut s'attendre à une réplique iranienne, donc mais ainsi que ses proxys comme le Hezbollah, comme le Yémen, mais également l'Irak, qui vont conjuguer leurs efforts ensemble pour répliquer contre Israël. Donc cela ne va pas tarder, ça pourrait se faire incessamment. S'il y a réplique, j'espère bien que cet embrasement serait inévitable et ce qui pourrait quand
même avoir de lourdes conséquences sur le plan d'abord politique, diplomatique, social, économique, mais aussi géopolitique et géostratégique dans le monde. Et ça pourrait changer de manière radicale les dynamiques qui prévoyaient là maintenant dans cette région du Moyen-Orient. En sport, pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des clubs championnats, le Jaraaf de Dakar va représenter le Sénégal. Cependant, le président du club, Cheikh Seck, fustige le manque de moyens financiers qui constitue selon lui un véritable casse-tête. Il relève aussi pour s'en offusquer l'absence de sponsors. Nous l'écoutons au micro de Massoud Diassé. C'est un projet qui est dans les temps, depuis 4 ou 5 ans on en parle, mais on ne va rien venir. Parce que les clubs demeurent des entreprises, des grandes entreprises, parce que nous on a peut-être une soixantaine d'employés à travers les joueurs, certains 80, 90, parce que c'est lui qui s'occupe des finances. Moi je ne sais même pas, je pense qu'on était à 60, mais on demeure une moyenne entreprise. Et le niveau de salaire qu'on paye à la fin du mois, c'est très difficile pour les équipes traditionnelles qui n'ont pas de sponsors, qui n'ont pas de soutien. Si on va jusqu'à les Rwandais nous prennent nos joueurs, les Guinéens nous prennent nos joueurs, les Maliens nous prennent nos joueurs, mais parce que ces clubs, ces États-là, ont des subventions de l'État. L'État les accompagne sur le plan financier. C'est pour ça que tu vois parfois un joueur quitter le Dakar pour aller jouer à Conakry. C'était impensable il y a 5 ou 6 ans. Mais eux, ils ont l'appui de leur État. Nonobstant cela, ils ont aussi de l'appui de gros sponsors. Comme en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a Canal+, il y a des sponsors qui viennent soutenir, accompagner le championnat local. Si nous, on avait ce genre d'accompagnement-là, c'est sûr que nous, on a les talents qu'il faut et qui ne vont jamais quitter le Sénégal pour aller prendre des salaires de $1000 à l'extérieur. Je pense que l'État doit encore accompagner le sport en général. Je pense que c'est dans l'esprit des autorités, pour que nous pensons qu'ils vont nous aider. Parce que c'est très, très, très difficile d'avoir une équipe. Surtout nous, les équipes traditionnelles. On n'a pas de soutien, on n'a rien du tout. Nous parlons à présent de ces Jeux olympiques qui se déroulent à Paris. On parle de nos athlètes qui se sont fait distinguer. Cheikh Tidiane Diouf, champion d'Afrique en titre du 400 mètres et membre de l'AS Douane, participe pour la première fois au JO après avoir terminé 5e de sa série dimanche avec un temps de 45,59 secondes. Il a su se surpasser pour accéder aux demi-finales prévues mardi à 17h35. Par ailleurs, l'athlète sénégalais Louis-François Mendy s'est également qualifié pour les demi-finales des 110 mètres et avec un chrono de 13,31 secondes. Il a remporté sa série et réalisé sa meilleure performance de l'année. Originaire de Grand Yoff, un quartier de la banlieue de Dakar, Mendy est le porte-drapeau du Sénégal pour ces Jeux olympiques. Il disputera sa demi-finale mercredi à partir de 17h10. Et nous parlons de cette Algérienne Kailia Menour. Elle a 17 ans. Elle est devenue donc dimanche la première gymnaste africaine sacrée aux JO en gymnastique artistique en décrochant lors de la finale des barres asymétriques des Jeux olympiques 2024 à l'Arena Bercy, Paris. La jeune gymnaste vice-championne du monde qui s'entraîne en France a pris sa revanche sur la chinoise Qu Yuan. Elle est aussi âgée de 17 ans qui lui avait ravi donc l'année dernière à Avers le titre de champion du monde avec moins d'un dixième d'avance, 15,100 contre 15,33. Et c'est la fin de cette édition. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Merci également de votre fidélité renouvelée à la globale.